Aujourd'hui, nous allons parler d'un Tangérois, Ibn Battuta, de son nom complet Abu Abdillah Mohammed ibn Abdillah Al-Tanji Al-Louati. Le fait qu'on ajoute le Louati montre que c'est un berbère qui provient de la tribu des Louata. Et donc, Ibn Battuta est un, on peut dire voyageur, mais aussi un explorateur. Et c'est un esprit un peu universel. Il est né en 1304 à Tanger. Et à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire en 1325, il part pour le Hajj, pour le pèlerinage. Mais en fait, il va rester longtemps à l'extérieur, près d'une trentaine d'années. Et donc, vous voyez, la durée est extrêmement importante. Et, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Son livre s'appelle Rihla. Enfin, il a un nom un peu plus long, mais c'est Rihla, on peut dire le voyage, très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que j'invite ceux qui regardent cette vidéo à aller voir directement le livre en lui-même. Il existe en arabe et il existe même dans les traductions dans d'autres langues. Pourquoi je dis cela? Parce que si je voulais le résumer, c'est impossible. Il fourmille d'éléments, d'informations, etc. Donc il est très difficile à résumer. Et puis on perdrait beaucoup de choses en le résumant. Mais on peut dire quelques éléments sur cela. D'abord, quels sont les pays qu'il traverse? Alors, il fait un voyage de 120 000 kilomètres qui va durer près de 30 ans. Donc, vous voyez, c'est une longue période et une grande étendue. Il va passer par plus de 40 pays d'aujourd'hui. Mais en réalité, lui, à l'époque, il ne passe pas par des pays, puisque nous sommes au XIVe siècle, dans une vaste étendue géographique qui s'appelle Dar al-Islam, ou le pays de l'islam. Je reviendrai sur cette question. Et donc, notre ami, bon, comment il fait ça? Alors, chaque fois, bon, c'est à cheval, ou avec le bateau, ou enfin, par tous les moyens qui sont à sa disposition. Et souvent, il se joint à des caravanes. On avait cette règle de se joindre des caravanes pour être protégé en quelque sorte dans cette aventure. Alors, quels sont les pays qu'il visite? Eh bien, il part donc, comme je l'ai dit, de Tanger, il visite l'Afrique du Nord, la Libye, il monte et il descend le long du Nil, puis il va en Syrie, en Palestine, et il revient à la Mecque, où il fera le premier pèlerinage. Il en fera plusieurs, il fera 4 pèlerinages, 4 hajj. Puis ensuite de là, il va vers la côte orientale de l'Afrique, vers ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, n'est-ce pas? Et ensuite vers le Yémen, vers Oman, et il remonte vers l'Irak, enfin l'Irak, ça ne s'appelait pas l'Irak à cette époque-là, disons donc, la Mésopotamie et la Perse. Et puis il va en Anatolie. Et et il remonte en Europe, dans le pays des Bulgares, dans les pays des Tatars, dans la Crimée. Donc vous voyez que là aussi c'est un voyage sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et il redescend donc vers les pays d'Asie centrale, puis il s'installe en Inde. Alors c'est la partie la plus importante du livre en termes de volume, puisqu'il va rester près de 9 ans en Inde. Et il va faire beaucoup de choses, on va apprendre beaucoup de choses si on lit ce livre. Bon. Si je voudrais faire une comparaison, on sait que l'Europe, par exemple, a beaucoup appris à partir de Marco Polo sur la Chine de Kubilai Khan.
Mais, enfin, je dirais que le problème dans le cas d'Ibn Battuta, c'est que ça n'a pas été traduit rapidement. Hein. Ça n'a été traduit qu'au 19e siècle. Donc les Européens ne connaissaient pas Ibn Battuta jusqu'au 19e siècle. Alors, donc il est en Inde, il est qadi, juge. Ce qui lui facilite beaucoup de choses, c'est que il parle l'arabe, il a une bonne connaissance des domaines technologiques et notamment du rite malikite, du madhab al-maliki, de Anas ibn Malik. Et il peut donc très bien être juge ou qadi, ce qu'il fera souvent dans de nombreux pays. De manière, de nombreuses régions. Hein. À ce moment-là, on ne parle pas en termes de pays. Donc il reste 9 ans en Inde et il nous fait une très belle description de ce qui se passe en Inde. Et puis le sultan de l'Inde, de Delhi, l'envoie en Chine dans une délégation et il va donc en Chine jusqu'à Pékin, Guangzhou jusqu'à Pékin. Puis avant il était allé aux Maldives et à Ceylan, puis il redescend par Sumatra et enfin il revient vers Tanger. Vous voyez, j'ai fait juste une brève description parce que si je rentrais dans chacun de ces voyages, nous en serions encore là demain. Alors, qu'est-ce qu'apporte le livre? D'ailleurs, le livre, il n'a pas été écrit par Ibn Battuta lui-même, mais que lorsqu'il est revenu chez les Mérinides, le sultan Abu Inan al-Marini a demandé à un lettré, Ibn Juzay, d'aider Ibn Battuta. Ibn Battuta a dicté et c'est comme ça que cela a été copié. C'est la même chose qui est arrivé d'ailleurs avec Marco Polo. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que nous apporte? J'invite notamment les gens à lire parce qu'il y a énormément d'informations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, premièrement, ce qui caractérise ce voyage, cette exploration, il vaut mieux parler d'exploration. Et là, nous sommes ramenés au 20e, 21e siècle, beaucoup d'explorateurs, même avant, hein, jusqu'au 15e, avec les explorateurs, etc. Là, vous savez, ils sont maintenant en train d'explorer l'espace. Mais l'exploration a toujours fait partie du désir des hommes d'aller voir ailleurs, comprendre, etc. Et sur ce cas-là, avec Ibn Battuta, nous sommes très bien servis. Premièrement, ce qui caractérise son ouvrage, et donc son voyage, c'est que c'est sur une très grande étendue, c'est-à-dire de Tanger, comme vous le voyez, à la pointe de la Méditerranée, jusqu'à la Chine, aux portes, jusque dans la Chine, en passant par l'Inde et tous les pays que j'ai cités. Donc c'est quelque chose qui fait 120 000 km, ce qui fait énormément pour cette époque. Très bien. La seconde, c'est que la durée, c'est près de 30 ans. Alors vous comprenez que 30 ans, c'est quelque chose, c'est une vie pratiquement. Hein. Et donc quand il revient à Tanger, c'est beaucoup plus tard. Très bien. Et d'ailleurs, cette longue durée va lui permettre d'affiner ses réflexions, ses analyses, ses éléments. Donc, étendue géographique, durée. Et troisièmement, il rencontre beaucoup de personnes. Hein. C'est quelqu'un de très sociable. Et puis, c'est un musulman, il connaît le rite malékite, c'est quelqu'un de cultivé, d'instruit, etc. Il rencontre beaucoup de personnes. On compte dans l'ouvrage, il cite près de 1500 personnes, hein, parmi différentes catégories, dont 60 chefs d'État, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire 60 chefs de dynastie qui sont dans ces régions. Et ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'on trouve des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire des graphiques des villes
Donc, il nous montre comment chaque ville était, etc. Et enfin, ce n'est pas un voyageur seulement qui écrit des carnets de voyage. C'est un explorateur. Et en lui, il y a le scientifique. Il fait de la géographie. Ça, c'est le premier point, c'est un géographe. Donc, il décrit les choses avec précision, les cours d'eau, les montagnes, etc., etc. C'est en même temps je dirais, un sociologue, puisqu'il s'intéresse aux populations, comment ils vivent, ce qu'ils font, etc. C'est également un historien, parfois un historien. C'est aussi un psychologue, c'est parfois un scientifique qui nous décrit les techniques de fabrication du verre, par exemple, ou les techniques de plongée pour ramener les perles, ou tout un ensemble de techniques. Donc, c'est un esprit universel. Hein. Si vous reprenez tout ce que j'ai cité, c'est toutes les lettres et les sciences humaines. Et c'est cet esprit universel, dans un homme du XIVe siècle, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous lisons ce livre, Le voyage d'Ibn Battuta au Rihla, nous avons devant nous le monde arabo-musulman du XIVe siècle, de Tanger jusqu'à la Chine. Il fait d'ailleurs d'autres voyages. Il s'arrête un peu, puis il repart vers l'Andalousie, envoyé par Abou Laylan, et puis il va vers l'Afrique, vers le Mali, qui était très réputé pour avoir beaucoup d'or à l'époque. Mais malheureusement en Europe, il reste peu connu, comme je l'ai dit, jusqu'au XIXe siècle. Maintenant, voilà ce qu'on peut dire. Je ne peux pas dire plus parce qu'on va mettre 4 heures ou 5 heures. Et encore une fois, je préfère que les gens aillent lire parce que ça fourmille d'informations. Chaque page, on trouve énormément d'informations. Sur des choses élémentaires parfois, mais qui ont leur importance. Par exemple, sur la propreté, sur les bains publics. Dit que dans certains bains publics, nous avons des chambres privées avec 3 serviettes. Bref, c'est des choses concrètes, des éléments concrets, et en même temps que des réflexions générales. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'est-ce que ça m'inspire. Et ça, c'est un peu différent par rapport aux autres vidéos, mais c'est toujours dans le centre de ce que nous avons, c'est-à-dire l'aspect géostratégique aujourd'hui de l'espace arabo-musulman dans le XXIe siècle, avec toutes les nouvelles technologies que j'ai déjà citées. Eh bien, je crois que ça doit nous inspirer beaucoup de choses. Je vais insister sur une ou deux. Premièrement, voilà Ibn Battuta qui parcourt tous ces 120 000 kilomètres sans rencontrer de frontières et très peu de douanes. Très bien. C'est donc dire quelle est l'intégration du monde arabo-musulman à cette époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dynasties dans différents endroits, mais il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... C'est Dar al-Islam, la maison de l'islam. Le deuxième point qui me semble important, c'est que nous avons des organismes de coopération entre les différents pays arabo-musulmans. Il y a l'organisation de la Ligue arabe avec 22 pays arabophones. Il y a l'organisation de la coopération islamique avec près de 40, plus de 40 pays musulmans. Il y a même des organismes spécifiques qui s'intéressent à la science, à l'éducation et à la culture, comme l'ICESCO. Et puis il y a d'autres organismes, il y a des think tanks, il y a beaucoup de choses. Et il me semble important de comprendre une chose, c'est que si on veut être présent au XXIe siècle, eh bien, il faut investir dans la science et dans la technologie et dans les nouvelles technologies. Alors investir, ça veut dire quoi?
Je ne vais pas décrire aujourd'hui une politique scientifique et technique, hein, parce que ça nous mènerait encore loin, mais je vais donner quelques éléments. Très bien. Pourquoi ne pas créer un fonds de financement de la recherche et du développement de ces nouvelles technologies? C'est à partir de ces fonds que se développent ces nouvelles technologies aux États-Unis ou en Chine ou en Europe, etc. Je pense que le monde arabo-musulman en a les moyens et qu'il serait intéressant de créer un tel fonds qui permettrait en même temps de développer les échanges entre universités, entre chercheurs. Et ceci m'amène aux compétences. On s'est aperçu dernièrement qu'il y a beaucoup de compétences, enfin dernièrement, ça fait longtemps, mais qu'il y a beaucoup de compétences arabes ou musulmanes, mais qui travaillent dans d'autres pays. Par exemple aux États-Unis, en Europe, même en Chine, si vous voulez, très bien. Et quand on leur pose la question, pourquoi vous ne travaillez pas dans votre pays, ils disent tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé l'environnement. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux, vous trouvez beaucoup de ces noms. Bon, particulièrement aujourd'hui. Eh bien, une des premières choses qui serait peut-être intéressant de faire, c'est de faire un répertoire de toutes ces compétences et de voir concrètement comment ils peuvent, pas forcément revenir dans le pays, mais alimenter ces centres dont je parlais tout à l'heure, ces centres de recherche. Et se mettre d'accord aussi sur des pôles d'excellence dans les différents pays sur différents domaines des nouvelles technologies. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train d'ouvrir une parenthèse qui va me mener loin. Je voudrais terminer sur une note personnelle, mais relative aussi à Ibn Battuta. C'est que moi, j'ai aussi une partie de ma famille qui est tangéroise. Ma grand-mère maternelle est tangéroise, c'est une Temsemani. En réalité, ce sont des Rifins. Ils proviennent de la région de Temsaman et ils sont descendus vers le XVIIe siècle. C'était Ali Rifi pour faire partir les Anglais qui occupaient la ville de Tanger. Les Anglais sont partis, ils sont entrés dans la ville de Tanger et ils en sont devenus un peu les notables, c'est-à-dire le premier gouverneur d'ailleurs de la ville de Tanger au XVIIe siècle, marocain, a été justement Ali Rifi et on lui a ajouté Temsamani puisqu'il provient de Temsaman. Et ceci m'amène à une deuxième petite remarque d'ordre personnel, c'est que j'ai effectué, enfin nous avons effectué avec plusieurs personnes, un long voyage en Chine avec le regretté Abderrahman Yousfi rahimahullah, et qui est aussi un Tangérois, comme vous le savez, et donc il tenait beaucoup à cette qualité. Et alors avec les Chinois, il avait quand on est allé en Chine, il avait cette faculté de leur dire toujours à chaque allocution, vous savez, Ibn Battuta est venu il y a longtemps, et nous revenons aujourd'hui. Et les Chinois ont fini par apprendre cette leçon. Enfin, je pense qu'ils connaissaient Ibn Battuta. Mais je veux dire par là qu'il y a beaucoup de choses à faire sur des personnalités comme ça, des films, des séries, enfin tout un ensemble de choses à côté de la science et de ces éléments-là. Voilà donc ce qui me semble, même si j'ai été terminé par cette touche personnelle qui me lie à Tanger et à Maître Abderrahman Yousfi rahimahullah.